19 h à Kinshasa, 1 heure de plus dans la partie est de la RDC. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, le sommaire. Suite au non-paiement de leurs arriérés de 4 mois, les députés provinciaux décident de passer la nuit à la primature. Ces élus annoncent également le boycott de la rentrée parlementaire prévue ce samedi 30 septembre 2023 si leurs émoluments ne sont toujours pas apurés. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, ainsi que Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, ont démenti les communiqués portant la mise en place de l'équipe de campagne de Félix-Antoine Tshisekedi, pendant que son auteur François Mwamba évoque une erreur communicationnelle. Vote à l'Assemblée nationale par les élus du peuple du projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances de l'exercice 2022, et ce après avoir observé un dépassement budgétaire de près de 28%. Voilà tout pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir. Comme je l'ai annoncé dans le sommaire, impayés depuis près de 4 mois, les députés provinciaux de toute l'étendue du pays ont décidé de passer nuit à la Belle Étoile le jeudi 27 septembre 2023 après un sit-in organisé dans l'avant-midi sans être reçu par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Il n'y aura pas de rentrée parlementaire ce 30 septembre si leurs arriérés de salaire ne sont pas apurés, ont-ils décidé. Suivez. Les députés provinciaux de la RDC ont sit-in devant la primature depuis l'avant-midi du jeudi 27 septembre 2023. Non reçus par le chef du gouvernement, ils ont décidé du passer nuit jusqu'à faire entendre leur voix au sujet du non-paiement de leurs arriérés de monument de bientôt 4 mois. Les rapporteurs du collectif Socrate Kangulumba parlent d'une délégation de 70 députés qui n'a pas eu accès au bureau du Premier ministre. Ces élus décident de boycotter la rentrée parlementaire prévue ce 30 septembre si leurs émoluments ne sont pas apurés. Ils sont allés rencontrer le Premier ministre, c'est lui qui est le numéro 1 du gouvernement, afin de fustiger la mauvaise volonté du ministre des Finances Nicolas Kazadi. Le chef de l'État, lors de la 72e réunion du Conseil des ministres, l'avait instruit d'apurer d'abord les arriérés et d'assurer la régularité de la paye. Au jour d'aujourd'hui, les députés provinciaux accumulent 4 mois de retard. Arrivés à la primature pour voir le Premier ministre, mais malheureusement, en arrivant sur place, les protocoles leur a refusé l'accès. C'est la raison pour laquelle ces parlementaires ont décidé que si les 4 mois ne sont pas payés, il n'y aura pas rentrée parlementaire. Ils ont donc passé la nuit à la Belle Étoile devant la primature. Pour rappel, le 5 février de l'année en cours, une bagarre avait éclaté entre une délégation de députés provinciaux de la RDC et un agent de sécurité de la primature. Dans les vidéos qui avaient circulé à cet effet, on pouvait voir un agent de sécurité de la primature donner un coup de tête à un député provincial et ce dernier avait répliqué par un autre coup. Les députés provinciaux s'y étaient rendus pour fustiger l'impaiement de 5 mois de salaire à cette époque. On a cru que c'était officiel après avoir appris via les réseaux sociaux par François Mwamba Tshishimbi, coordonnateur du CPVS, les personnes qui allaient constituer l'équipe de campagne de Félix-Antoine Tshisekedi pour la prochaine présidentielle de décembre 2023. Il a fallu attendre le contraire sur ce qui avait été annoncé le même mercredi 27 septembre 2023 avec Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, et Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, pour s'assurer que l'équipe n'avait pas encore été mise en place. Erreur ou faute grave, tentative de réponse. Suivez. Et en tweetant en même temps que Tina Salama, porte-parole du président, pour démentir l'information selon laquelle certaines personnes très proches du chef de l'État, Félix Tshisekedi, vont constituer l'équipe de sa campagne pour la prochaine présidentielle. En fait, c'est François Mwamba, coordonnateur du CPVS, Conseil présidentiel de veille stratégique, qu'il a annoncé le mercredi 27 septembre 2023 face à la presse quinoise. Le noyau des membres annoncés est composé des personnes suivantes.
François Mamba lui-même, coordonnateur du CPVS, André Wameso, actuel DIRCABA du chef de l'État, Taylor Lubanga et Bérande Kolongele, ministre du numérique, André Kabamba, Augustin Kabouya, secrétaire général du DPS, Nicolas Kazadi, ministre des Finances, Peter Kazadi, vice-premier ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Kabongo, Mwadian Vita et enfin Topin Kabongo. Avec cette annonce suivie de contre-annonces, au moins on est sûr que la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle sera déposée. Quant à cette confusion, tout porte à croire qu'autour du chef de l'État, les esprits s'échauffent déjà pour se lancer dans la campagne. Entre-temps, on ne comprend pas pourquoi le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, parle d'une erreur de communication au sujet de l'équipe communiquée lorsqu'il en fait partie. L'erreur est-elle due à la précipitation de cette annonce ou à la constitution de ses membres qui ne reflètent pas l'aspect géopolitique et la pluralité des tendances culturelles de la RDC? Jusqu'ici, le président de la République n'a pas encore dévoilé son équipe de campagne, sauf qu'il y a eu une erreur de communication et de compréhension autour de ce dossier, a précisé Augustin Kabouya, dont la réaction discrédite François Mamba, qui coordonne une structure des plus stratégiques pour la visibilité des actions de la présidence de la République. Entre-temps, François Mamba est revenu sur ses propos pour préciser qu'il avait été mal compris, d'autant plus que son équipe, selon ce qu'il entendait transmettre, serait seulement chargée de coordonner les multiples équipes qui seront lancées sur le terrain des 26 provinces et non amenées à le faire. Malgré cette nuance, un sentiment de désaveu plane sur son annonce qui a fait lever beaucoup de boucliers et reçu un tollé général quant au choix mal sélectionné des membres non représentatifs de l'échiquier des tribunaux nationales et en raison de cette interrogation. Pourquoi annoncer une telle équipe pour un candidat qui n'a pas encore déposé sa candidature? N'est-ce pas précipité et comme si c'était de mettre la charrue avant les bœufs? Dans la foulée, la dite équipe sera mise en place bientôt après le retour du président Félix Tshisekedi qui séjourne à l'étranger actuellement. Processus électoral à présent, présidentiel du 20 décembre 2023. Franck Diongo, président du MLP, a fait enregistrer sa candidature le mercredi 27 septembre 2023 au bureau de réception et traitement des candidatures à la CENI en s'engageant dans la bataille électorale. Il a par la même occasion échangé avec le numéro 1 de la centrale électorale, Denis Kadima, comme ce fut le cas avec tous les autres candidats prononcés à la présidentielle de la RDC. Suivez. Les dossiers de Franck Diongo, président du parti politique Mouvement des Lumumbistes Progressistes MLP, candidat à la présidentielle du 20 décembre 2023, a été enregistré le mercredi 27 septembre 2023 au bureau de réception et de traitement des candidatures BRTC au siège de la CENI. Après avoir fait acter sa candidature en remplissant l'ensemble de critères requis, le postulant à l'élection présidentielle a eu une entrevue avec les précédents candidats, à savoir Augustin Matata Pogno, Constant Moutamba, Rajabo Tebabo, ainsi que Rex Kazadi. Le président du MLP a fait savoir ses motivations en faisant comprendre que l'heure de la rupture avait sonné pour la réhabilitation du Congo dans sa grandeur et les Congolais dans leur dignité. Au cours de l'échange, le président de la CENI a cherché à savoir l'appréciation du candidat face à cette institution d'appui à la démocratie. En croire Franck Diongo, le candidat à la présidentielle veut voir la CENI à l'œuvre en organisant les élections transparentes, de sorte que les résultats qui seront publiés reflètent le vote du souverain primaire. Par contre, la question de la candidature unique de l'opposition, les présidents du MLP a tranché en soulignant que les stratégies politiques ne se dévoilent pas à l'avance. Rendons-nous à présent à la Chambre basse du Parlement. Les députés nationaux ont voté le mercredi 27 septembre 2023 pour la recevabilité, voulais-je dire, du projet de loi portant reddition des comptes de la loi finance de l'exercice 2022. Lors du débat général des textes présentés par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, les élus ont constaté un dépassement budgétaire de plus de 28%. Josy Massiala pour les détails. C'est le ministre national des Finances, Nicolas Kazadi, qui a procédé à la présentation du projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2022 au cours de la séance plénière de ce mercredi 28 septembre 2023, avec un budget projeté à 22 253 milliards de francs congolais, alors que son exécution l'a porté à une hauteur de 28
641 milliards de francs congolais pour un taux d'exécution de 128% des dépenses. La comparaison de recettes aux dépenses budgétaires révèle que le solde du budget général est déficitaire de 3 481 milliards de francs congolais, tandis que celui du budget annexe est excédentaire à hauteur de 9 milliards de francs congolais, alors que les comptes spéciaux sont également excédentaires à 991 milliards de francs congolais. Par conséquent, le solde consolidé du budget du gouvernement central acquis un déficit de 2480 milliards de francs congolais. Nicolas Kazadi a indiqué que la présidence de la République et le ministère des Affaires étrangères figurent en tête des institutions budgétivores et services ayant enregistré de larges dépassements budgétaires. Ces rapports budgétaires qu'a déploré les élus nationaux, bien que l'Assemblée nationale est aussi listée parmi les institutions ayant effectué des dépassements en la matière. Signalons par ailleurs qu'après la recevabilité de ce projet de loi portant réduction des comptes, il a été envoyé à la Commission économique et finances pour toilettage des rubriques. Dans le reste de l'actualité, en grève depuis le 18 septembre 2023, les conducteurs des poids lourds ont décidé d'élever la mesure de grève décrétée sur l'axe routier Kinshasa-Matadi. Ces décisions interviennent après plusieurs réunions tenues avec le ministère de Transport, Voies et Communications et désenclavement pour tenter de trouver une entente entre les deux parties. Les ministres des Transports, Maître Marc Ekila Likombo, en tête d'une forte délégation composée de l'intersyndicale de transporteurs routiers poids lourds du Congo, de la Fédération des entreprises du Congo auprès du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, pour faire la restitution des différentes réunions tenues précédemment entre les trois parties sous sa recommandation. Nancy Kizumina nous donne plus de détails. Ensuite à la grève déclenchée depuis le 18. Après l'exposé du ministère des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, les patrons de l'économie nationale a tenu à faire savoir aux grévistes que le gouvernement accorde une attention particulière à leurs revendications qui, du reste, sont très fondées. Il a cependant rappelé qu'il est plus raisonnable d'instaurer un service commun à compte des grèves dans ces secteurs montaires de l'économie et du bien-être social à la place d'une grève totale comme ça a été le cas. Après une longue séance de travail, un compromis a été trouvé et la mesure des grèves qui avait paralysé le secteur économique à Kinshasa a été levée provisoirement en attendant l'examen de toutes les revendications des grévistes au cours d'une tripartie, ministère des Transports, ministère du Travail et l'intersyndicale des transporteurs routiers qui se tiendra dans les prochains jours. La lecture du protocole d'accord levant la mesure des grèves a été lue par André Chikonji, président de l'intersyndicale du secteur des transporteurs routiers poids lourds du Congo. Le délégué des transporteurs routiers, conscient des conséquences de leur mouvement de grève, ne sont pas restés insensibles à l'appel du gouvernement. Les revendications des grévistes ont été passées au peigne. Il s'agit entre autres du respect de la loi en la matière qui attribue la conduite rémunérée des biens et de personnes aux nationaux. Le problème de la multiplicité de taxes, tracasseries dans le poste des péages et l'insécurité des conducteurs sur l'axe Kinshasa-Matadi. La question du respect du périmètre de 30 km à l'intérieur du territoire national par les transporteurs venus d'autres pays. La question de la courte durée des visas octroyés aux transporteurs congolais dans les pays frontaliers. L'examen de la situation des blocages des camions Mitendi et Pozo et entre Kinshasa, Kikwit, Kasai où leurs collègues sont victimes des mauvais traitements de la part de services et d'une lenteur de traitement dans les postes de péage. Parmi les conséquences des mouvements de grève des transporteurs, on peut révoquer la rareté de certains produits de première nécessité à Kinshasa. Rendons-nous à présent au ministère des Affaires sociales où il s'est ouvert hier mercredi 27 septembre par le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire un atelier de renforcement de capacité des chefs de bureaux provinciaux en charge des interventions sociales pour la protection des enfants en situation difficile en République démocratique du Congo. Les détails dans cet élément. Ils étaient venus de 23 provinces sur les 26 que compte la République démocratique du Congo. Tous chefs des bureaux provinciaux qui s'occupent de la protection des enfants.
Ils viennent d'être outillés sur la gestion d'une nouvelle application qui va leur permettre de collecter et de mettre à jour les données pour ensuite les partager avec le Bureau national. Le modèle d'analyse et d'interprétation des informations réelles sur la question de la protection des enfants ont été présentés aux participants, à l'exception des représentants des provinces du Sankourou, de la Chuapa et du Haut-Lomami. Nous avons, avec l'appui du partenaire traditionnel UNICEF, bénéficié d'un financement qui nous permet de renforcer les capacités de nos chefs de bureau provinciaux qui s'occupent de la protection de l'enfant pour améliorer le système de gestion et d'information sur les enfants en situation difficile sur l'étendue de la République démocratique du Congo. La grande caractéristique de ces travaux aura été la remise des téléphones contenant l'application installée au chef des bureaux. Le souci majeur est de répondre aux besoins de l'expérimentation de cette innovation qui offre l'avantage d'être à jour au terme des données dans la gestion quotidienne des centres respectifs. Le concepteur de cette application a décrit à l'intention des participants toutes les facettes de cette grande et importante innovation dans le contexte de la République démocratique du Congo. Parlons société à présent. Comme vous le savez, l'éducation des enfants accompagnateurs de parents malvoyants est en danger. Ils sont de plus en plus nombreux à accompagner leurs parents malvoyants sur les grandes artères de la ville pour mendier. Ces enfants, pour la plupart mineurs, sont dans la rue au moment où ils devraient se retrouver à l'école. Accusés de compromettre l'éducation de leurs enfants en les amenant dans la rue, les parents malvoyants s'en défendent. Ils demandent que leurs enfants soient pris en charge par les autorités. Suivez. Nous sommes sur le boulevard Triomphal, à quelques encablures du Palais du Peuple, siège du Parlement. Les parents malvoyants, accompagnés de leurs enfants, ont envahi ce carrefour. Quand le feu est vert, ils se mettent au bord de la route pour ne pas être écrasés par les véhicules. Une fois que le feu passe au rouge, ils envahissent la chaussée. Guidés par leurs enfants, les parents malvoyants s'approchent des véhicules pour quémander. Cette scène se déroule plusieurs fois dans la journée, au moment où les enfants qui sont dans la rue devraient plutôt être à l'école. Privés d'école, leur éducation est menacée. Accusés de compromettre l'éducation de leurs propres enfants, ces parents affirment que leurs enfants commencent la journée par ce travail avant d'aller à l'école. Chaque jour qui passe, le nombre d'enfants servant de guide à ces personnes malvoyantes n'est fait qu'augmenter. Je viens chercher de l'aide pour survivre avec les enfants, je n'ai personne pour m'aider. C'est pourquoi je viens demander de l'aide pour scolariser mes enfants, payer le loyer, prendre en charge notre santé et bien d'autres choses. Comme aujourd'hui, il étudie les après-midi, mais il n'ira pas et ne pourra aller que demain parce que nous cherchons de l'aide. Malgré l'utilisation de leur progéniture comme guide, ces parents souhaitent que leurs enfants n'y passent pas toute leur vie dans la rue. Ils craignent même d'être écrasés par les automobilistes. Certains parmi ces enfants ont acquis une expérience dans cette pratique peu louable. C'est le cas de Bénédicte qui a commencé à l'âge de 10 ans et aujourd'hui elle est âgée de 18 ans. Elle ne sait ni lire ni écrire. Sa mère pense que si sa fille exerce un métier, elles ne feront plus la mendicité. J'ai besoin d'argent afin d'aider ma mère. Du côté du ministère du genre famille et enfants, on affirme que l'on s'occupe de la protection des 6 enfants, mais à titre préventif. Celui des affaires sociales pose des actions en faveur des enfants défavorisés. Nous avons des secteurs d'intervention assez différents. Nous sommes en amont dans la prévention. Et la partie d'intervention, c'est les affaires sociales, qui ont des structures, des structures qui doivent suivre ce cas-là avec des centres, peut-être pour pouvoir entrer en contact avec ces personnes. Il y a des centres où on héberge des personnes handicapées. Les autorités qui assistent à ces spectacles doivent prendre des mesures adéquates pour que les enfants ne soient plus exploités par leurs proches. Le comité de coordination Une Santé, CCUS en sigle, a sensibilisé les étudiants de l'université Simon Kimbangu sur la rage à l'occasion de la journée mondiale de la rage ce mercredi 28 septembre 2023,
placée sous le thème « Tous pour un, une seule santé pour tous ». À travers cette activité, les organisateurs ont voulu sensibiliser les étudiants sur cette zoonose qui tue silencieusement en RDC d'une part et d'autre part impliquer les étudiants dans la campagne en faveur de l'élimination de la rage à l'échelle mondiale. Les détails dans ce reportage. La rage est l'une de vieilles maladies qui existent. Elle tue encore une personne toutes les 9 minutes dans le monde. Et chaque année, 59 000 personnes décèdent de cette infection qui survient suite à la morsure et au léchage d'un chien infecté. La maladie est endémique en RDC et la situation est alarmante. 18 provinces sur le 26 que comptent les pays rapportent des cas. Les pays a notifié 3 478 cas de morsure des chiens entre 2016 et 2020. Ces chiffres ont été rappelés aux étudiants de l'université Simon Kimbangu, cible de cette sensibilisation organisée par le comité de coordination Une Santé avec l'appui de la FAO et Breakthrough Action sur financement de l'USAID. Nous sommes venus sensibiliser les étudiants parce qu'ils sont une partie aussi de la population et pas la moindre. Ils œuvrent, ils vivent dans des communautés et ils ont quand même une influence. Et ce sont des cadres de demain. Ils doivent déjà comprendre cela et intervenir déjà à leur niveau. En RDC, la rage constitue un sérieux problème de santé publique. Faute de moyens, la prise en charge ne s'y fait pas correctement. Dr Clément Moussumbu est expert en santé publique à la direction de surveillance épidémiologique. Il revient sur la prise en charge de la rage en RDC avec un accent sur la prévention. Qui dit prévention, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas encore mordu par un chien, il doit prendre ses vaccins avant. Okay? Et quelqu'un qui vient maintenant d'être mordu par un chien, alors dans ma présentation, j'ai donné qu'il y a un traitement local, il y a un traitement général et il y a un traitement spécifique. On donne les antibiotiques, on donne les anti-inflammatoires et aussi et surtout, il faut donner les sérums antirabiques. Bien qu'elle soit entièrement évitable par la vaccination, la rage canine tue de dizaines de milliers de personnes chaque année, en particulier dans les zones rurales et pauvres d'Afrique et d'Asie. En RDC, la rage reste une maladie négligée et peu connue du grand public. Pourtant, elle fait partie des zoonoses prioritaires. Les thèmes de cette édition 2023, Tous pour un, une seule santé pour tous, est interpellateur. Il souligne la nécessité d'une collaboration diversifiée, de l'égalité et du renforcement des systèmes de santé pour atteindre l'objectif mondial de 0 décès humain dû à la rage transmise par le chien d'ici 2030. Comme à l'université Simon Kimbangu, les étudiants de l'université de Kinshasa ont été aussi sensibilisés sur la rage. Et enfin, ce 28 septembre 2023, l'UNESCO a inscrit la célébration de la Journée internationale de l'accès à l'information sur le thème « L'importance de l'espace en ligne pour l'accès à l'information ». Qu'en est-il de cette réalité dans le contexte actuel de l'Afrique en général et de la RDC en particulier? Suivez cette approche de la rédaction. Aujourd'hui, en Afrique en général et en RDC en particulier, à l'ère de l'Internet, il y a moins de garanties pour un accès libre à l'information lorsqu'on s'en tient aux coupures et restrictions d'Internet dans le contexte politique des États. La plupart des États africains veulent contrôler totalement cette nouvelle forme de communication via les satellites qui leur échappent, afin d'orienter cette liberté qui est quasiment un droit des peuples en Occident, où l'Internet est en mode Wi-Fi de manière publique 24 heures sur 24. Les véritables difficultés liées à cette réalité en Afrique sont du ressort du manque d'adaptation des systèmes étatiques administratifs locaux, encore gérés à la manière ancienne. Comment peut-on démocratiser le libre accès à l'information numérique lorsque la pénétration aux nouvelles technologies est faible, voire inexistante dans certaines régions africaines? Les Africains devront avant tout saisir la portée de la technologie au service de la démocratie et du développement durable en s'interrogeant sur des questions comme: quels sont les défis et les opportunités posées par Internet? Quelle est l'importance de l'accès à l'information en ligne et les implications des coupures d'Internet et de la censure en ligne? Sinon, la connectivité Internet en tant que vecteur d'information, de moyens de communication et permettant l'exercice des droits en ligne ne servirait à rien de positif dans la conscience des personnes pour le développement. D'où il est nécessaire d'assurer une connectivité
en ligne égale et sans restriction pour favoriser un dialogue ouvert, des opinions diverses et la libre circulation de l'information. Pour finir, il faudra absolument aussi définir la part de la justice avec des organismes judiciaires et des régulateurs de l'information sur l'accessibilité et la connectivité Internet en revisitant les cadres juridiques et les mécanismes visant à promouvoir la transparence, la responsabilité, l'accès à l'information et la dimension du bien fondé ou de l'interdiction sur certaines informations censurées. Bref, en Afrique, certains pays restreignent l'accès à l'information sans en mesurer les torts ni en comprendre les raisons parce qu'en fait, Internet reste encore très mal compris et a du chemin à faire avant d'être complètement adapté et intégré dans l'univers africain où les cultures résistent encore au développement. C'est cet élément qui met fin à notre journal de ce soir, mais avant de nous séparer complètement, je vous rappelle les principaux titres. Suite au non-paiement de leurs arriérés de 4 mois, les députés provinciaux décident de passer la nuit à la primature. Ces élus annoncent également le boycott de la rentrée parlementaire prévue ce samedi 30 septembre 2023 si leurs émoluments ne sont toujours pas apurés. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, ainsi que Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, ont démenti les communiqués portant la mise en place de l'équipe de campagne de Félix-Antoine Tshisekedi pendant que son auteur François Mwamba évoque une erreur communicationnelle. Vote à l'Assemblée nationale par les élus du peuple du projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances de l'exercice 2022 et ce après avoir observé un dépassement budgétaire de près de 28%. Voilà tout pour le sommaire. Voilà, c'est la fin complète de ce journal. Retrouvez Rontalouila demain pour la grande édition. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit. Au revoir.